L'informatique est devenue aujourd'hui la clé de voûte de toutes les sociétés humaines en ce XXIe siècle. Jamais auparavant, une invention n'avait su dicter à l'humanité un nouveau mode de pensée, une nouvelle vision du monde sur laquelle s'articulent presque toutes les civilisations. Trésor Dieudonné Kalonji Bilolo est notre invité de ce soir, auteur de ce livre intitulé « Virus à la loupe ». Trésor Dieudonné Kalonji Bilolo, l'auteur, est chercheur en sécurité informatique en République démocratique du Congo. Ingénieur en cinématique et multimédia appliqué aux jeux vidéo, il a programmé le premier jeu vidéo congolais, Unité Zamba en 2007, ainsi que d'autres jeux, V12 Tango Fort en 2009 et le jeu du cinquantenaire de la République démocratique du Congo en 2000. En 2009, il publie un premier opus sur la sécurité informatique au Congo. Dans cet ouvrage, on est la continuité. Vice-président de l'association des webmasters du Congo, il est également consultant pour petites et moyennes entreprises et entreprises. Place à présent à notre invité de ce soir, reçu par Tigui Edebe. Alors, dans ce lot, vous épinglez également d'autres techniques malveillantes, parce que vous appelez ça comme ça, les techniques malveillantes. Il y a une qui m'a particulièrement intéressé, c'est sans doute parce qu'elle est la plus courante. Je pense que même nos téléspectateurs vont se retrouver dans ce que je veux dire. Vous l'appelez l'arnaque financière. Alors, je ne sais pas si c'est vous qui l'appelez comme ça ou si c'est le nom indiqué, mais vous l'appelez simplement l'arnaque financière. Et voilà comment vous la définissez. Vous dites est véhiculée essentiellement à travers le courrier électronique. Elle repose sur la coïncidence entre un fait d'actualité et le besoin supposé par une personne se prévalant d'une certaine qualité désirant sécuriser une importante somme d'argent. En échange de votre aide, un généreux pourcentage vous sera rétrocédé en contrepartie. Variant suivant les cas, votre solliciteur peut se faire passer pour un proche d'un ancien dictateur déchu, du directeur d'une banque en liquidation ou d'un homme d'affaires persécuté pour ses opinions politiques, religieuses ou son appartenance ethnique. Vous poursuivez plus loin en disant un feedback positif sera l'élément déclencheur d'une longue aventure dans laquelle se mêleront mensonges et prétextes. Pour des raisons diverses, l'on exigera de celui qui accepte de faire affaire avec ses filous des frais divers pour payer les honoraires d'un avocat, remplir des formalités administratives ou plus généralement payer des pots de vin dans le but de faciliter l'opération. Je continue à lire parce que c'est très important. Vous dites les escrocs peuvent en arriver même à exiger des documents personnels de leurs victimes, copies de passeports, de pièces d'identité dont ils se servent souvent pour aiguiller les services de police à leur trousse sur des fausses pistes. Tenant en haleine leurs victimes, ils usent de plusieurs subterfuges pour soutirer de l'argent, le plus d'argent possible, jusqu'à ce que les victimes des abusés se rendent compte de l'arnaque. Alors ça, évidemment, c'est le cas le plus fréquent, je veux dire, qui s'oppose aux utilisateurs, surtout d'Internet. Et beaucoup, j'avoue, avant de comprendre l'arnaque, sont tombés dans le piège. Oui, vous avez raison. L'arnaque... si on doit remonter aux origines historiques de ce type de pratique, ça remonte à très loin. Mais il n'y a pas que les utilisateurs de la messagerie électronique, de plus en plus d'abonnés des services de télécommunication sont aussi victimes de ce type de méfaits. Donc, comme vous avez eu à le dire, il y a une situation politique quelconque au niveau international qui a lieu. Récemment, l'actualité politique nous a montré le printemps arabe, la chute du régime d'Hosni Moubarak, Muammar Kadhafi et actuellement ce qui se passe en Libye. Vous pouvez recevoir un message qui vous dit non, je m'appelle Rachid, je suis un proche collaborateur du président syrien. La situation est devenue très explosive, je voudrais m'enfuir, mais les pays limitrophes ne me donnent pas la possibilité d'avoir un asile. Et pour moi et pour la fortune que je veux mettre à l'abri, je vous ai contacté parce que je vous ai trouvé sur Internet, par chance heureusement. Si vous acceptez de m'aider, rapatrier les fonds dans votre pays, ouvrir un compte, je m'engage à vous donner une commission de 10, 15, 20, 30% sur les fonds que je vais verser dans le compte que vous allez créer. Et bon... la fibre de tout être humain se dit, bon, c'est de l'argent si facilement gagné, pourquoi pas? Et vous répondez, vous acceptez cette offre, et au fil des tractations, vous vous rendrez compte, effectivement, c'est vrai,
que ce soit dans un don, que ce soit dans une opération financière, il y a une procédure à suivre. Vous devez contacter un cabinet d'avocats, vous devez régler des frais notariés, il y a des honoraires à payer, des frais bancaires à verser, tout ça. Eh bien, c'est des cas tirés des opérations bancaires usuelles que ces arnaqueurs mettent à profit pour appâter le plus possible leurs victimes et leur soutirer de l'argent. Alors, vous avez raison, c'est ce qui est de plus en plus en vogue actuellement et la plupart des gens s'en rendent compte une fois. Bien après. C'est vrai que c'est tentant. Moi, la première fois que ça m'est arrivé, enfin, ça remonte à plusieurs années, on m'informait avoir gagné 500 000 euros. Voilà. Et vous imaginez ma réaction, 500 000 euros, je me suis mis à imaginer des villas achetées partout. C'est vrai que c'est embêtant finalement. Après, quand on s'en rend compte, on se dit, oh zut, c'était qu'une arnaque, effectivement. Et donc, résultat de course, tous ceux qui sont devant des telles situations, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Zapper, supprimer le message et ne rien considérer comme tel. Bon, je ne serais pas très pessimiste. Il y a des bonnes âmes quand même qui existent dans le monde. Ça vous est arrivé? Non, ça ne m'est pas arrivé personnellement, mais je dirais qu'il se peut que vous ayez une donation quelconque. Mais il y a certains éléments, je dirais, dont il faut prendre compte quand on est devant ce type de message. S'il s'agit par exemple d'une banque, à laquelle vous devez fournir des documents confidentiels. Il y a des éléments qui ne trompent jamais. Une banque n'utilise jamais des boîtes email @yahoo.fr. C'est impossible. Ça donne d'un manque de sérieux et de professionnalisme. Lorsque vous avez en face de vous une banque où on vous propose de virer des fonds présumés venant d'un dictateur déchu ou quoi, ces petits éléments doivent vous mettre la puce à l'oreille. Tout d'abord, vous ne devez pas voir de cachet avec le nom du directeur ou bien le nom d'une personne inscrite dessus. Ça n'existe pas d'un point de vue administratif. Une banque sérieuse est supposée avoir un site internet. Une banque sérieuse est supposée avoir un nom de domaine, c'est-à-dire c'est pas banqueatlantique@yahoo.fr ou @gmail.com, c'est banqueatlantique par exemple @banqueatlantique.com. Ce sont ces petits éléments qui doivent mettre la puce à l'oreille des utilisateurs et se dire non, là j'ai affaire à une arnaque, c'est pas sérieux, une banque ne peut pas avoir ce type de profil. Donc, Ok. Alors, à côté de ça, il y a également, vous avez parlé des téléphones portables où vous recevez par exemple des messages venant... mais c'est bizarre parce que des fois, c'est des indicatifs d'autres pays et donc ça donne l'impression que c'est vrai alors que c'est toute une arnaque derrière ça. Je dirais même, il y a eu une trentaine de cas documentés que j'ai pu réunir. Ce n'est pas forcément des indicatifs d'autres pays. Il y a eu des cas qui montrent que des indicatifs locaux, là aussi l'État a pris l'engagement à travers le ministère des PTT de lutter contre ce type de fléau. Il y a des gens qui utilisent des indicatifs locaux pour duper leurs victimes et faire croire qu'il s'agit de tombola organisés par des sociétés de la place. RTL est le plus touché par ce type d'arnaque, mais il y a aussi Tigo, dont l'indicatif 089 est utilisé par ces arnaqueurs en France sur le réseau 9box. Donc la téléphonie mobile commence de plus en plus aussi à subir les effets néfastes de ce type d'escroquerie. Effectivement. Alors à côté de tout ça, il y a ce que vous appelez les canulars. Et ça, c'est quand même récurrent aussi, hein, parce que, comme vous le dites ici, en page, ce sont des messages, je suis en page 34, ce sont des messages se basant sur l'émotivité des internautes pour les inciter à les réexpédier au plus grand nombre de personnes possible. Hein. Ils peuvent avoir pour objet un problème de sécurité, une prière, une tombola, c'est selon. Mais le cas le plus répandu, en tout cas pour lesquels beaucoup de gens justement laissent passer leurs émotions ou alors leur foi, leur certitude que c'est une question religieuse, c'est justement celles qui ont trait à la prière. Où on vous dit, voilà, il y a une prière sur Marie ou sur Jésus, ne cassez pas la chaîne de prière, il faut. Et beaucoup de gens l'envoie à longueur de journée. Non seulement c'est une perte de temps, mais en plus, la conséquence est fâcheuse. Oui, le problème c'est au niveau de la viabilité du réseau. Il n'est pas étonnant de constater qu'il y a plusieurs fournisseurs d'accès de services Internet, par exemple, qui sont paralysés. Vous allez vous connecter à Internet, vous vous rendez compte que la connexion est lente, vous vous posez des questions, mais qu'est-ce qui se passe? Derrière tout ça, il y a des gens, malheureusement, de façon assez naïve, qui expédient à longueur de journée ces messages sans savoir que ces messages paralysent le réseau sur lequel ils travaillent. Et cela a des conséquences sur le fournisseur d'accès.
sur la chaîne des autres utilisateurs, malheureusement. Alors ici on a fait un peu le contour justement de ces différentes techniques malveillantes, de ces différents virus. Parlons à présent, si vous voulez bien, des techniques de prévention. Parmi lesquelles figure justement et occupe une place sans doute importante l'utilisation des antivirus. Alors la question fondamentale qu'on pourrait se poser, c'est de savoir, face à la panoplie des antivirus, parce qu'il y en a beaucoup disponibles sur le marché, comment trouver le bon antivirus et comment le reconnaître finalement? Bon, écoutez, il n'y a pas de solution miracle. Ce n'est pas parce qu'un produit est bon en 2010 qu'il le sera forcément en 2012 ou en 2013. Les sociétés antivirus font un effort permanent d'être à jour. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a une centaine de variantes de virus et de codes assimilés qui apparaissent chaque jour. Et c'est la société antivirus qui est la plus réactive, qui est la plus efficace. Je prends un exemple. Pendant 3 à 4 ans, c'était l'américaine Norton qui régnait en main de maître sur ce secteur. Mais il y a eu des événements, il y a eu des cas qui ont fait en sorte que Norton puisse avoir du recul. De nouveaux concurrents émergents en Chine, en Inde, dans d'autres pays comme la Russie. Donc c'est la réactivité de l'antivirus à trouver des solutions pour des cas qui se font en temps réel qui permet de classer un antivirus en tête de liste ou pas. Mais en même temps, on se méfie un peu des antivirus et vous-même, vous posez un petit bémol dans votre bouquin. Quand vous dites, par exemple, si vous travaillez dans un milieu sensible, vous citez par exemple les banques ou gouvernements, certains antivirus, même s'ils sont efficaces, peuvent comporter un risque pour la confidentialité de vos activités. Plusieurs chercheurs affirment en effet que des sociétés antivirus sont subventionnées par des gouvernements étrangers. Ces gouvernements installeraient des portes dérobées dans les antivirus en vogue afin de recueillir via Internet des données sur les utilisateurs, surtout lorsque ceux-ci sont issus des milieux officiels. Et donc, finalement, ça veut dire qu'il y a une petite crainte, même les antivirus, finalement, ne protégeraient pas comme on le penserait, du moins en termes de confidentialité. Bon, écoutez, nous sommes dans un monde en mouvement. Il y a plusieurs situations qui se sont déroulées. Il y a le malheureux 11 septembre, il y a la montée en vague du terrorisme. Les gouvernements des pays occidentaux sont devenus de plus en plus, je dirais, des États policiers. Ils veulent tout savoir sur ce qui se passe parce qu'ils se disent, les terroristes, les groupes mafieux, les réseaux actifs dans la contrebande utilisent aussi la technologie comme tout le monde. Alors ils se disent, bon, si ce type de réseaux sont actifs et ils peuvent avoir des comptes bancaires, et la banque ne fait pas le tri entre les bons et les méchants, c'est pas son rôle, ils peuvent utiliser le même réseau de télécommunications. Alors les gouvernements se disent, nous devons subventionner les sociétés antivirus qui travaillent avec ces partenaires pour savoir en temps réel si leurs clients, que ce soit des banques, que ce soit des sociétés de télécommunications, ont parmi leurs abonnés des personnes recherchées. Et malheureusement, des journalistes d'investigation ont su démontrer que des sociétés ayant pignon sur rue, comme Norton par exemple, avaient effectivement des subventions du gouvernement américain allant dans ce sens.